J'aurais pu illustrer ce livre de ces têtes fendues sagittalement que Salvador Dali a disposées sur le toit de sa maison. L'incomplétude est partie prenante du mythe. Lorsque Freud, dans son étude sur le président Schreber, fait du narcissisme un concept métapsychologique, il lui cherche un nom. Pour cela, il se contente d'amputer le terme consacré de narcissisme de l'une de ses syllabes, le is central. Le narcissisme devient narcissisme. Ce faisant, Freud renouvelait une opération de nomination à laquelle il avait déjà procédé à la fin de son adolescence, changeant de lui-même son prénom de Sigismund en Sigmund. Cette répétition à 35 ans de distance et à chaque fois dans un moment fondateur, dans un cas de l'identité même du jeune homme, dans l'autre d'un concept fondamental de son œuvre, m'aura servi de point de départ. Narcisse se voudrait un, entier, sans faille, placé à l'origine du monde comme de lui-même, sans dette ni dépendance. Mais son rêve de grandeur est rongé de l'intérieur par un inconscient qui ne cesse de le subvertir. La tension qui en résulte est le fil conducteur de livre. Celui-ci peut se lire dans la continuité de ce fil, mais chaque chapitre peut aussi être abordé de manière indépendante. Ainsi, les fantasmes d'engendrement de soi-même et d'une lignée. Ils sont à la jonction des pathologies du narcissisme, tout autant que des enjeux de la création, qu'elle soit littéraire ou picturale. L'œuvre d'un Romain Gary en porte la trace évidente. De ces pathologies du narcissisme que Freud a rassemblées sous le terme de névrose narcissique, nous retiendrons certains aspects. Les spécificités de la paranoïa chez la femme, l'impact de la maternité et de l'allaitement. Mon expérience des hospitalisations mère-bébé dans un contexte post-purpural a soutenu ici mon intérêt. Mais l'histoire d'Aimée, la célèbre patiente paranoïaque de Lacan, peut aussi se relire intégralement selon cet éclairage. Les logiques du narcissisme, liées à la pulsionalité orale, induisent un vécu de continuité entre l'espace du corps et celui du monde, et se manifestent dans la cure de nos patients mélancoliques. Mais les romans de Franz Kafka ou bien de Virginia Woolf en apportent aussi d'abondantes illustrations. Au carrefour de ces pathologies, l'hypocondrie est le point d'un possible passage. L'extraordinaire cas clinique inventé par Molière pour son malade imaginaire permet d'explorer les conditions de son basculement vers la paranoïa ou la mélancolie. Tout autant source de la créativité du moi que sa faille centrale, le narcissisme est donc au cœur du travail de l'analyste, comme le montrent les nombreux cas cliniques, adultes ou enfants, ici rapportés. En contradiction avec l'idéal de maîtrise que nous font miroiter les nouvelles technologies, ce livre entend donc témoigner de ce que l'expérience psychanalytique, pour l'analyste comme pour son patient, reste celle de la confrontation renouvelée de chacun, chacune, à une béance fondamentale qui néanmoins le constitue et à laquelle il aura toujours à se confronter. Je remercie Bernard Gols d'avoir accepté de préfacer mon livre et aussi Louis Sescovitch et sa maison d'édition Stylus d'avoir soutenu et encouragé ce projet.